Après l'essai du Zeekr 7X, c'était il y a 3 semaines sur Charging Station, place aujourd'hui à l'essai de son cousin technique. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le grand essai électrisant du Smart #5. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Chez Smart, on ne perd pas de temps et la famille ne cesse de s'agrandir. Après la Smart #1, le Smart #3, eh bien, voici le plus grand modèle Smart jamais produit et de loin. Il s'agit du SUV Smart #5. Si son style fait débat, côté technique par contre, il devrait mettre tout le monde d'accord avec une nouvelle interface à l'intérieur, un écran supplémentaire et puis une technologie 800 volts qui va permettre des recharges extrêmement rapides. Mais de jolis écrans et une recharge très rapide, ça ne fait pas tout. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de ce SUV signé Smart qui ne manque pas de personnalité? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, ce sera un best-seller qui sera à l'essai, une voiture que vous appréciez énormément et qui a de belles qualités. Il s'agit chez Skoda du Skoda Enyaq dans sa version revisitée. Alors, est-il toujours aussi désirable, peut-être encore plus désirable, et je ne parle pas uniquement de sa ligne? Eh bien, vous saurez tout la semaine prochaine avec d'abord le premier trajet et ensuite le grand essai. D'autres essais électrisants arrivent durant les prochaines semaines, durant cet été. À la rentrée de septembre, ça continue. La liste complète de tout ce qui est confirmé, ce sera à la fin de cette vidéo. Et puis dans quelques jours, je me rendrai au Danemark, à Copenhague, pour essayer sur la route la nouvelle Mercedes CLA. Autant vous dire que comme c'est la seule qui reste sur ma shortlist pour remplacer ma Polestar 2, cet essai sur la route est pour moi extrêmement important. Je serai intransigeant et je partagerai mes impressions avec vous dans cette vidéo, ce hors format exceptionnel. Allez, c'est parti, place à l'essai. Quand on a un profil d'armoire normande, il faut bien miser sur quelques détails qui vont permettre d'économiser un petit peu l'énergie. C'est la raison pour laquelle on a ici des poignées de porte rétractables. Par contre, les autres attributs qu'on va retrouver autour de ce Smart #5, ils sont plutôt orientés aventure, plutôt orientés robustesse. C'est le cas par exemple des barres qu'on va retrouver ici sur le toit. C'est le cas des éléments en plastique qu'on va retrouver en partie basse et sur le pourtour des roues. Le petit élément qu'on va retrouver ici sur le côté. Voilà, tout ça évoque l'aventure, certainement dans cette couleur, avec cette édition spéciale de lancement, la Summit Edition. On m'a dit chez Smart que ça durerait à peu près jusqu'à la fin de l'année. Après, il n'y en aura plus. Et puis l'aventure, c'est Jeep. Jeep avec ses barres verticales à l'avant, dans la calandre typique de chez Jeep. Tiens, justement ici on retrouve aussi des éléments qui ne sont pas verticaux mais ici horizontaux. Il n'y a sans doute pas de hasard. C'est donc très carré, avec de la personnalité. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, au moins ça ne ressemble pas à tous les autres SUV. Ce #5, il a une vraie personnalité. Et vous le trouvez comment? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, on a actuellement 6 versions au catalogue. Alors les 3 premières versions sont des versions à 2 roues motrices, propulsion. On a donc le moteur électrique qui est situé sur le train arrière. Ce sont les versions Pro, Pro Plus et Premium. Sur les versions supérieures, à savoir les versions Pulse, Summit et Brabus, on a un moteur supplémentaire qui est situé sur le train avant pour obtenir évidemment les 4 roues motrices. Dans tous les cas, les moteurs sont de type synchrone à aimant permanent. Concernant le poids, on est sur un beau bébé, comme on dit, entre 2200 et 2370 kg, 2370 kg selon les versions et finitions. Concernant la charge tractable, on est sur 1600 kg sur toutes les versions. Si la charge est freinée, évidemment, si la charge n'est pas freinée, ce sera la norme, 750 kg. Elle est située sous le plancher entre les 4 roues. C'est la batterie haute tension qui va alimenter le ou les moteurs électriques selon les versions du Smart #5. Alors en entrée de gamme, ce sera une batterie LFP, lithium fer phosphate. Sur toutes les autres versions, ce sera une batterie NMC, de belle capacité d'ailleurs, 100 kWh brut, ce n'est pas rien. Batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, avec évidemment des autonomies qui seront variables suivant les puissances délivrées. La version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, c'est bien sûr
sûr la version équipée de la plus grosse batterie, mais la moins puissante, c'est-à-dire les versions Pro Plus et Premium. A contrario, celle qui vous imposera un passage par la station de recharge plus fréquemment, eh bien, c'est la version Brabus, c'est-à-dire la version la plus puissante. Concernant cette version, Summit Edition, l'édition limitée, et c'est 587 chevaux, et bien compté 540 km en théorie, cycle mixte norme WLTP sur une recharge à 100%. Ça, c'est pour la théorie. Qu'en est-il dans la vraie vie? Combien de kilomètres peut-on réellement parcourir à bord de ce véhicule sur une recharge complète? Eh bien, la réponse tout à l'heure, à la fin de la vidéo, et je peux vous dire que la surprise, elle est plutôt bonne. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche. Petite indication ici pour pousser au bon endroit parce que la trappe est motorisée. Franchement, on peut s'en passer, vous savez ce que j'en pense, des trappes motorisées. Voilà qui dévoile les deux connecteurs habituels. En partie supérieure, le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien avec, selon les versions entrée de gamme ou toutes les autres, des puissances acceptées qui sont un petit peu différentes de la part du chargeur embarqué. Le chargeur embarqué va accepter du 11 kW. Sur la version Pro équipée de la batterie LFP, ce sera du 22 kW de série sur toutes les autres versions équipées de la batterie NMC. Ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez l'occasion de recharger régulièrement sur un chargeur qui délivre du 22 kW sur le courant alternatif, eh bien, même sur le courant alternatif, vous rechargerez extrêmement rapidement. Donc, 22 kW sur les versions NMC, 11 kW sur la version LFP. Cette voiture étant équipée d'une batterie NMC, eh bien, la recharge est conseillée en dessous de 100% au quotidien. Évidemment, si vous faites de temps en temps de très longs trajets, vous pouvez recharger à 100%, mais au quotidien, avec la batterie NMC, le constructeur recommande 90%, 90% seulement. Vous souhaitez recharger sur le courant continu, c'est possible également dans le cadre d'un très long voyage qui va dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture. Dans ce cas-là, vous retirez le petit cache et vous avez la somme des deux connecteurs, c'est le connecteur combo CCS, avec là des temps de recharge qui sont extrêmement réduit, une puissance de recharge acceptée par la voiture de 400 kW, c'est gigantesque. J'ai fait le test pour vous cette semaine. Le constructeur, pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie, annonce 18 minutes. J'ai rechargé, j'ai été très surpris. Pourquoi? Eh bien, regardez. La recharge, elle a démarré depuis même pas une minute, 14h35, on est toujours dans la première minute. On a déjà gagné 5%, 6% maintenant puisqu'on a démarré avec 10% et il reste seulement 12 minutes de recharge, 12 minutes de temps de recharge. Cette voiture, elle peut prendre 400 kW, on est sur une borne qui délivre 400 kW et regardez, on est au maximum, 403 même, on est même au-delà. Voilà, une petite minute de recharge, 36. Et on est déjà à 18, donc près de 10% récupéré. C'est absolument incroyable. Je pense que ça va aller très 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 vite. Et voilà, démarrage de la recharge à 14h35. Il est 14h48. Ça veut dire que cette voiture a mis 13 minutes très exactement pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie avec en plus une énorme batterie de 94 kWh net. C'est juste incroyable. Je crois que je viens de battre mon record personnel. Franchement, ça va pas vous servir tous les jours, mais sur un long trajet, c'est génial. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. L'offre de Luminus, ce sont des bornes de dernière génération qui vont vous permettre de profiter de votre voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout au meilleur tarif, certainement si vous rechargez à la maison. Vous voulez en savoir plus concernant l'offre proposée par Luminus? Eh bien, rendez-vous sur luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je vous emmène aux places arrière. Y a-t-il de la place pour mon 1,90 m derrière le siège avant réglé pour moi? Je vous emmène à l'avant, on découvre le tableau de bord très chouette de ce Smart #5 et puis je vous emmène sur la route et je vous livre mes impressions après une semaine à son volant. Là, on va s'intéresser au volume de chargement. L'ouverture, elle est électrique et le bouton, il n'est pas facile à trouver, il est plutôt bien placé. En fait, c'est l'intérieur du A de Smart. Voilà. C'est bien vu, c'est malin. Ouverture électrique sur toutes les versions avec fonction main libre à partir de la version Premium. On a deux petits crochets ici, chacun peut porter 2 kg. Pratique, si vous revenez de la plage, vous devez vous changer, c'est assez sympa. Au niveau de l'espace disponible, du volume disponible, alors c'est plutôt généreux. 630 litres, c'est près de 100 litres de plus que son cousin technique, le Zeekr 7X. Pas mal, attention, cette valeur elle est calculée jusqu'au pavillon.
millions, c'est-à-dire à la Tesla. Si on calcule au niveau de la tablette, hein, comme c'est la norme habituellement, eh bien on est à 470 litres, 470 litres, c'est-à-dire la même valeur que sur un Skoda Elroq. Concernant les aspects pratiques, on a de chaque côté des commandes pour rabattre la banquette arrière qui est fractionnable 60-40 et qui dispose, vous le voyez, d'une trappe à ski, c'est sympa. On a également un crochet à gauche, un crochet à droite pour éviter que les courses se répandent dans le coffre, ce qui est toujours moins sympa. À droite également le petit bouton pour sortir le crochet d'attelage. À droite et à gauche, deux petites alcôves avec un filet de retenue. Et dans celle de droite, on a également une prise 12 volts. Sous le plancher, un bel espace supplémentaire qui vous permettra de ranger entre autres les câbles de recharge, mais bien plus encore, plancher que vous pouvez bien sûr retirer ou placer en position inférieure. Et si vous en voulez plus, eh bien c'est possible puisqu'on a un frunk sur cette voiture. Alors la capacité, ce sera 72 litres ou 47 litres selon que vous êtes en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Ici, 4 roues motrices, 47 litres, ça reste assez sympa. Vous le voyez, l'espace à l'arrière sur ce Smart #5, il est royal. Le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Et regardez, j'ai toute la place ici à l'arrière, c'est franchement confortable et encore l'arrière, le dossier de la banquette, il est réglé en position verticale et j'ai déjà l'impression d'être particulièrement incliné. Je peux le rendre encore plus incliné puisqu'il y a une commande électrique ici, simplement sur la portière, voilà, je descends et là je suis vraiment très bien installé avec les cuisses qui reposent quasi entièrement sur le siège, vous le voyez, malgré la présence du pack de batterie dans le plancher, donc c'est vraiment très bien. Au niveau du confort ici à l'arrière, le confort c'est l'espace, le confort c'est aussi bien des sièges qui sont confortables, la banquette est très confortable, on a un bon maintien également, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis alors ici, si on peut incliner le dossier, on peut le faire également côté passager arrière droit. Et c'est pas tout, puisque si vous êtes installé sur cette place-ci, eh bien vous allez pouvoir en plus disposer du confort lounge. Il y a une petite commande ici sur le côté du siège et si vous appuyez dessus, eh bien le siège avant s'en va vers l'avant et la banquette arrière, la partie 60, eh bien s'incline davantage, s'incline au maximum et là vous avez un espace qui est complètement royal. Alors on a plein de choses ici à l'arrière, on a évidemment ce grand toit vitré, ce toit panoramique avec vélum électrique. On a également des petites lampes de lecture. On a des poignées de maintien avec un petit crochet également. Ensuite, évidemment, on a les commandes de sièges ici. On a les poches aumônières à l'arrière des sièges avant. Un plancher qui est quasiment parfaitement plat. Il y a une légère bosse, mais quasiment imperceptible. Donc, c'est largement utilisable, notamment pour celui qui s'installera sur la partie centrale ici. Il n'aura pas les pieds dans la console centrale, dans l'arrière de la console centrale. Il y a vraiment de l'espace. Deux prises, une prise USB-C à gauche qui délivre 60 watts pratique si vous devez travailler avec votre ordinateur dans la voiture et une autre prise USB-C à droite. Un petit vide-poche juste en dessous, les finitions sont très bien, les tapis de sol sont très épais, ça fait très qualitatif, c'est vraiment sympa. Et puis au-delà du fait d'avoir dans les dossiers ici la possibilité de les incliner, on a également évidemment la coudoir centrale. Voilà, avec là aussi de belles finitions, on a de la feutrine ici, on peut relever ce couvercle, on a vraiment un bel espace qui est disponible. Et puis évidemment, les porte-gobelets se trouvent ici à l'extrémité de cet accoudoir central et on a donc une trappe à ski disponible également. Voilà, histoire de faire un petit coucou à ce qui se trouve dans le coffre ou de transporter plus logiquement des objets longs. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est très bien, c'est très cosy, c'est très bien fini. On a ici des matériaux moussés, hein. Ouais, ici à l'arrière aussi, alors que sur certaines marques allemandes premium, on n'a pas ça du tout et certainement pas ici à l'arrière. C'est moussé également ici, c'est même moussé en partie inférieure, hein, rendez-vous compte. Là, ici, près des haut-parleurs en partie inférieure, c'est du plastique moussé, c'est pas du plastique dur. Et ça, franchement, il y a très peu de voitures aujourd'hui qui proposent un tel niveau de finition, même dans les marques allemandes. C'est souvent en retrait par rapport à ce qu'on trouve ici dans ce Smart #5. On y est donc très bien installé, vous l'aurez compris. Est-ce qu'on est bien installé à l'avant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les Smart d'aujourd'hui, elles reposent sur une collaboration entre le groupe chinois Geely et le constructeur allemand Mercedes et c'est sans doute à l'intérieur qu'on s'en rend plus facilement compte, notamment avec les commandes des sièges électriques sur le haut des portières. Oui, ça c'est très Mercedes et puis aussi au travers du soin qui a été apporté à la réalisation de cet intérieur. C'est bien dessiné, c'est bien assemblé, on se sent bien à l'intérieur de ce #5. Les matériaux sont bien choisis et de qualité et puis ce double écran lui aussi peut faire penser à une Mercedes
Mercedes, la nouvelle CLA avec ses 2 écrans justement, qui sera d'ailleurs bientôt à l'essai, je vous le disais, un essai dynamique depuis Copenhague, qui sortira dans quelques jours sur Charging Station. Ne manquez pas ça. Et vous, que pensez-vous de l'intérieur de ce Smart #5? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de ce Smart #5 sur la portière conducteur. On va retrouver en partie haute les réglages électriques du siège et la fonction siège chauffant avec 3 niveaux d'intensité. En partie intermédiaire, la poignée de fermeture, les vitres électriques, le verrouillage centralisé et un peu plus bas, le bouton de déverrouillage électrique de la portière. En partie basse, le vide-poche. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, l'ouverture du coffre et du capot, le réglage des éclairages et un petit vide-poche refermable, c'est bien vu. Sur le volant qui est un réglage manuel avec des vraies touches physiques, c'est sympa. À gauche, on va retrouver le choix entre limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif et la conduite assistée, et puis les réglages associés à ces 3 fonctions, ainsi que la gestion des infos affichées à gauche sur l'écran instrument. À droite, la commande vocale, le volume, les plages ou stations précédentes et suivantes, la touche étoile personnalisable et la touche menu qui vous permet de gérer l'affichage sur la partie de droite, cette fois, de l'écran instrument. Derrière le volant, les commodes avec à gauche les clignotants et les essuie-glaces, à l'avant et à l'arrière. Il y a bien un petit essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. Et puis à droite, le sélecteur de vitesse. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 10,25 pouces dont le contenu est donc personnalisable à partir des touches sur le volant, on l'a dit. Plus en arrière, l'affichage tête haute avec les infos traditionnelles, vitesse instantanée, vitesse maximale autorisée, etc. Mais aussi la navigation avec réalité augmentée. Alors c'est-à-dire des flèches qui vous indiquent clairement par où aller. C'est pas aussi impressionnant que chez Volkswagen, mais ça fonctionne. Au centre du tableau de bord, on va retrouver l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 13 pouces. À partir de la version Premium, il sera accompagné d'un écran passager de même taille. On y revient dans la suite. Plus bas, les aérateurs centraux, la zone de recharge par induction pour 2 smartphones, des zones qui sont ventilées pour optimiser la recharge. Plus en arrière, les 2 porte-gobelets et sous la coudoir centrale qui s'ouvre latéralement en 2 parties, un vide-poche et un espace de rangement plus grand et habillé de feutrine. On a sous la console centrale encore un espace de rangement qui est divisé en 2 zones, une en partie inférieure et une en partie supérieure. Celle en partie inférieure accueillant une prise 12 volts et 2 prises USB-C. Face aux passagers, enfin, la boîte à gants de contenance correcte et elle aussi recouverte de feutrine. Avant de s'intéresser au système d'infodivertissement, on va aller faire un petit tour du côté de la caméra à 360 degrés. Plusieurs choses. D'abord la vue 2D avec possibilité ici de choisir la vue à gauche, à droite, en haut, en bas, autrement dit devant, derrière. Et ici, voilà, on a la vue des 2 côtés en même temps qui peut être très pratique. Je le dis régulièrement quand on va se chercher un petit fast-food. Vous voyez, dans le drive-in, il y a souvent des grosses bordures. C'est pas toujours évident. Et bien là, c'est extrêmement pratique. On peut passer en vue 3D également. Alors là, c'est peut-être moins utile à droite et on peut choisir la vue ici. On a également une vue par transparence, vous le voyez, et donc la voiture va simuler une vue par transparence en faisant passer en dessous de la voiture les images captées par les caméras. C'est toujours sympa et ça je le dis régulièrement aussi, si on doit se garer sur une place avec des dalles engazonnées, 2 lignes de dalles engazonnées, eh bien on peut le faire beaucoup plus facilement évidemment si on voit entre guillemets en dessous de la voiture. Ici l'aide au parking, les bips, également les réglages des rétroviseurs avec possibilité de les replier ici ou bien de les incliner l'un, l'autre ou les 2 quand on passe la marche arrière. Et puis ici, les réglages, détection des obstacles et justement ici, modélisation du véhicule en transparence. Voilà ce qu'on peut dire du côté des caméras 360. On va s'intéresser maintenant à ce système d'infodivertissement. Alors d'abord, la première chose, c'est que le système, il est extrêmement rapide, on a un très bon processeur et donc on a un système qui tourne de manière extrêmement efficace. Alors ici à gauche, vous le voyez, des touches qui sont en dehors de l'écran avec tout en haut les feux de détresse, la climatisation, marche arrêt, ici le désembuage à l'avant, à l'arrière, les modes de conduite et ici un petit menu, ici le bouton pour éteindre l'écran. Voilà, dans ce cas-là, on a l'économiseur d'écran et l'heure ainsi que la date qui s'affiche. On rallume. Ensuite, les modes de conduite, c'est les modes traditionnels. On a Eco, Confort, Sport et Off-Road, tout terrain. On va rester en mode Confort, voilà. Et ici, on a déjà un premier petit menu avec pas mal de choses. Auto Hold, frein de stationnement électrique, feu anti-brouillard à l'arrière, contrôle de la vitesse en descente, le fameux S-Pédale dont on reparlera sur la route.
Ensuite, l'aide au maintien d'urgence dans la voie et l'assistant de changement de voie, c'est disponible également. On a aussi le freinage régénératif, faible, moyen, fort. Également l'avertisseur de sortie de voie, le contrôle d'adhérence en descente et le contrôle de la direction qui est ici réglé sur automatique. On a ici en dessous un menu qui reste toujours disponible, à savoir le petit bouton maison qui va revenir ici. On a les différentes applications qui sont indiquées ici sur deux écrans qu'on peut évidemment réorganiser comme on le souhaite. On maintient enfoncé, voilà, et on peut réorganiser ça comme on le souhaite. Ensuite, le menu général de la voiture qui se trouve ici. Vous voyez qu'on a beaucoup de rapidité dans l'exécution de tout ce qui est visuel, des animations visuelles, etc. Contrôle rapide, donc ici, avec des petits menus ici en dessous. On a également les lumières, les éclairages en fait. Éclairage d'ambiance ici, simple ou double qu'on peut personnalisé, ça aussi on aime bien chez Mercedes et donc on aime bien chez Smart aussi. Les aides à la conduite, ça c'est le menu où vous devrez aller régulièrement pour couper ce qui vous agace et pour régler au départ ce que vous avez envie de régler pour avoir le menu qui vous ressemble le plus avec le moins d'agacement possible. Les paramètres du véhicule, c'est ici, paramètres de conduite et de contrôle du véhicule, le son. On a ensuite le menu général ici, voilà, avec l'affichage, la connectivité. Le menu énergie pourrait régler ici le niveau de recharge de la batterie, l'assistant, l'état du véhicule et le système, avec les mises à jour évidemment qui sont toujours disponibles et mises à jour over the air, donc OTA, vous le voyez ici, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre à jour votre véhicule sans devoir passer par le garage et ça c'est toujours sympathique. Ici on revient sur l'écran par défaut, réglage du siège également. Ici, on va pouvoir commander le siège passager à partir d'ici. C'est toujours sympa également. Ensuite, le menu de climatisation avec le petit lion qui se trouve là, qui se rafraîchit les idées, la qualité de l'air ici, voilà. On a ensuite toute la partie audio avec notamment tout ce qui est radio bien sûr, mais aussi la musique Bluetooth, Spotify ou encore la musique via USB. La caméra 360, on l'a dit, et puis ici le volume accessible également depuis la place passager. Bon, puisqu'on était dans navigation, je vous propose d'aller à Marseille, Marseille, France, c'est parti. Itinéraire. Voilà, le calcul est effectué. On a des petites zones en travaux qui se trouvent ici. Et on va démarrer la navigation. Je lui demande d'ajouter les bornes de recharge, évidemment. Voilà. Et maintenant, si je reviens en arrière, eh bien, je vois que la voiture a ajouté les bornes de recharge, les arrêts de recharge nécessaires pour arriver à destination. On a donc 1, 2, 3 et un quatrième petit arrêt près de la destination, ce qui va permettre, c'est pas plus mal, eh bien, de recharger la batterie, histoire de ne pas arriver à Marseille avec la batterie quasi vide. Voilà, donc ce qu'on peut dire concernant ce système d'infodivertissement et plus précisément le planificateur d'itinéraire qui est donc efficace sur cette voiture qui semble en tout cas être relativement efficace, à tester évidemment dans la vraie vie, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Allez, pour être tout à fait complet, me voici côté passager pour découvrir cet écran passager. Alors il n'aura d'utilité que si vous faites régulièrement de très très longs voyages, histoire d'occuper le passager avec les données multimédia qui sont à sa disposition. Si vous n'avez jamais personne côté passager, ça ne va pas vous servir à grand chose. On rappelle que cet écran n'est pas disponible en entrée de gamme. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, assez classiquement et logiquement de la vidéo et de l'audio, notamment ici, partie vidéo, partie radio, notamment Spotify qui se trouve ici également. Si on va dans la partie vidéo, on va pouvoir aller sur YouTube, on va pouvoir aller sur Prime Video, TikTok, Apple TV, Discovery+, etc., etc. Vous mettrez ceux que vous souhaitez en favori. On a récent qui se trouve ici, voilà, notamment au niveau des films qui ont été sélectionnés, mais on va pas regarder un film non plus. Ça c'est pour la partie vidéo, partie audio, on l'a dit ici notamment, voilà, ça c'est pour le Bluetooth, vous pouvez choisir la musique que vous souhaitez et si vous ne voulez pas déranger les autres occupants, eh bien vous pouvez connecter un casque Bluetooth qui est lié donc à cet écran passager. Ici, possibilité d'activer le siège chauffant, mais vous pouvez le faire toujours évidemment sur la portière, comme sur le côté conducteur. Et puis alors là, réglage de la température, voilà. Est-il vraiment utile cet écran? Je le disais, oui, si vous faites souvent de très longs voyages et que monsieur ou madame, selon celui ou celle qui conduit, aime regarder des films, pourquoi pas? Pour le reste, bon, ça reste un peu gadget.
Pour démarrer, vous vous installez au volant, pied sur le frein, vous sélectionnez D vers le bas ou R vers le haut avec le sélecteur de vitesse derrière le volant. Ici à droite, on l'a vu. Pas de bouton de démarrage, ça veut dire qu'on est bien dans une voiture électrique moderne, ça c'est très bien. Petit bémol par contre, les bips en tout genre, vous ne pourrez pas les couper avec un simple appui sur un bouton sur le volant ou sur le tableau de bord pendant que vous roulez. Non, il faut aller dans le système d'infodivertissement, il faut rentrer dans les menus, donc idéalement pas en roulant. C'est un peu fastidieux, d'autant plus que tout ne se retrouve pas au même endroit dans les menus. Une fois sur la route, vous réalisez que ce hashtag 5 n'est pas du tout un copier-coller du Zeekr 7X en termes de ressenti. Il a sa propre personnalité, bien différente de celle de son cousin technique. J'y reviens dans la suite. Les sièges qui équipent ce hashtag 5, eh bien, ils participent à la sensation de confort au côté premium de cet intérieur. Les deux sièges avant ainsi que le volant sont chauffants, de série sur toutes les versions. Les réglages sont électriques concernant les sièges avec mémoire sur toutes les versions. Sur les versions Pro et Pro Plus, le revêtement sera en cuir synthétique alors qu'il est en cuir à partir de la version Premium. Il en est de même d'ailleurs, cuir synthétique ou cuir par rapport au volant de la même manière et sur les mêmes versions. Aucun problème pour trouver sa position de conduite idéale grâce aux nombreuses possibilités de réglage sur la portière et sur le côté du siège. Le maintien latéral, il est très correct, même quand on veut un petit peu s'amuser en conduite dynamique. Bref, tout va bien. Oui, les aides à la conduite sont nombreuses sur cette voiture, mais malheureusement, toutes ne sont pas réglées de manière optimale. J'ai parfois l'impression de me répéter, surtout quand il s'agit de voitures chinoises. Alors, outre le fait qu'il faille passer par les menus du système d'infodivertissement pour couper ce qui vous dérange, les bips en tout genre, et il faudra le faire à chaque trajet, réglementation européenne oblige. Deux aides à la conduite en particulier m'ont un peu gêné cette semaine. La première, c'est l'alerte de collision frontale qui va demander trop souvent de garder ses distances par rapport à la voiture qui vous précède, même avec le réglage le plus permissif, alors que je n'ai pas pour habitude de rouler dans le pare-choc arrière de ceux que je suis. C'est fatigant, d'autant plus que le bip est tout sauf discret et qu'il sonne en plus à chaque fois longtemps, quoi qu'il arrive. Le deuxième système qui ne m'a pas vraiment convaincu, c'est l'alerte d'attention. Là aussi, c'est trop tatillon. Tout passe par l'écran central d'infodivertissement et pourtant la voiture ne tolère pas vraiment que vous le regardiez. C'est moins gênant que l'alerte de collision frontale, mais tout de même, concernant les autres systèmes, alors j'ai été un petit peu gêné par certains durant ma vidéo premier trajet, vous l'avez peut-être vu, mais la plupart du temps, franchement, une fois que c'est réglé comme vous le souhaitez, ils se font plus discrets, tous ces systèmes, et donc ça ne pose pas vraiment de problème. Un mot quand même concernant la conduite assistée, donc la combinaison entre régulateur de vitesse adaptatif et maintien au centre de la voie de circulation. Les réactions manquent parfois un petit peu de douceur, mais franchement, rien de rédhibitoire. Je le disais dans ma vidéo premier trajet au volant de ce hashtag 5, je retrouve toute proportion gardée, un petit peu les sensations que j'ai au volant de la Renault 5 dans laquelle je roule en ce moment. Alors évidemment, ce hashtag 5, il est plus encombrant, plus lourd, mais par rapport au Zeekr 7X, c'est plus joueur. On prend plus de plaisir à son volant qu'avec le Zeekr 7X, tout en ne sacrifiant pas le confort. Franchement, le compromis est très très bon avec du plaisir et du confort. Si la version Brabus est sans doute celle qu'il vous faut, si vous privilégiez la conduite sportive à tout prix, une version Brabus avec des réglages plus affûtés, eh bien celle-ci et toutes les autres en dessous vont sans problème vous convenir si vous aimez la conduite simplement dynamique, tout en sachant que ce ne sera jamais vraiment sportif, la masse et l'encombrement n'aidant pas vraiment. L'isolation sonore, elle est plutôt convaincante sur ce hashtag 5. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont bien filtrés, certainement à basse vitesse. Compte tenu du profil de boîte à chaussures de ce véhicule, franchement, en matière de gestion des bruits aérodynamiques, c'est vraiment très bien. Sur autoroute, les bruits sont un rien plus présent, mais sans que ce ne soit vraiment un problème. Un mot concernant le système audio, celui qui équipe cette version Summit Edition, fait très bien son travail, mais le must, ce sera le système audio à 20 haut-parleurs Sennheiser, que je n'ai pas par contre trouvé dans les options du configurateur. Alors pour quelle raison? Mystère. Le diamètre de braquage, il est de 11,2 mètres, une valeur très correcte compte tenu des dimensions du Smart hashtag 5, sans toutefois qu'on atteigne un record vers le bas évidemment, d'autres dans le segment font mieux. Dans les faits, rien à signaler, malgré son encombrement, j'ai pas eu la sensation cette semaine de conduire un tank, et dans les endroits plus exigus, eh bien le système de caméra à 360 degrés, de série sur toutes les versions, et particulièrement performant, on l'a vu, avec une définition de caméra qui est vraiment très bien, eh bien tout ça a permis de manœuvrer très sereinement cette semaine, que ce soit dans les parkings ou plus globalement en ville, dans les espaces plus exigus.
Petit bémol, il concerne la conduite à une pédale. Alors le système appelé ici S-Pédale peut être sélectionné très facilement via ce petit raccourci et le réglage reste en mémoire, donc ça c'est très bien. Par contre, au niveau de son fonctionnement, quand on lève le pied de l'accélérateur, il y a un petit temps mort, une latence avant que la voiture ne commence à ralentir et ça c'est dommage. Alors on s'y fait, on s'adapte, mais cette petite latence, elle va tout de même vous obliger de temps en temps à avoir recours à la pédale de frein, alors que ce ne serait pas forcément le cas si le niveau de ralentissement collait de manière plus immédiate à la course de la pédale d'accélérateur. C'est donc pas un drapeau rouge, hein, c'est pas un red flag concernant cette fonction, parce qu'on a quand même une conduite à une pédale qui est performante, qui va jusqu'à l'arrêt complet, qui dans la grande majorité des cas se montrera pertinente, mais on aurait pu aller encore un petit peu plus loin en termes d'agrément d'utilisation en évitant cette petite latence. Sur les versions Pro et Pro Plus en matière d'éclairage, vous aurez droit à l'éclairage CyberSparks LED avec allumage automatique et basculement automatique feu de route, feu de croisement. À partir de la version Premium, là, ils sont en plus matriciels, Matrix. Ils permettent donc de rouler en feu de route en permanence dans les endroits qui ne sont pas suffisamment éclairés, en éteignant tout simplement une partie du faisceau lumineux quand vous suivez quelqu'un ou quand vous croisez quelqu'un, le restant étant toujours très bien éclairé, notamment les bas-côtés à gauche et à droite. Très utile évidemment en termes de sécurité. Si un enfant vient à traverser ou un animal vient à traverser dans les zones boisées par exemple, c'est vraiment un plus. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 540 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version premium du Hashtag 5. J'ai opté comme à chaque fois pour une conduite tranquille la plupart du temps, tout en conduisant de manière plus dynamique de temps en temps. Et sur l'ensemble du test, j'ai parcouru au total plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font pas mal sur autoroute, hein, je vous le rappelle. Et en tenant compte de tous ces paramètres, eh bien, je suis arrivé à une consommation moyenne de 18,8 kWh au 100. Cette valeur plutôt raisonnable, hein, compte tenu des trajets essentiellement autoroutiers qui sont les miens, eh bien, elle va me permettre de parcourir 500 km réels sur une seule charge, avec une recharge complète, hein, à 100%, dans mes conditions de parcours et les conditions météo de cette semaine. C'est franchement très confortable, pas si éloigné que ça, hein, finalement, de la norme WLTP de 540 km avec cette version, alors qu'il y a pas mal d'autoroutes dans mes trajets. Franchement, c'est très bien. Et si on ajoute en plus la recharge très rapide, c'est carrément le bonheur. Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix de ce Smart Hashtag 5 en Belgique, en France et en Suisse. Je vous mets toutes les informations ici. Alors concernant ce véhicule d'essai, ça va être assez rapide puisque c'est une série limitée, la Summit Edition, disponible pendant quelques mois encore, je l'ai dit, jusqu'à la fin de l'année normalement, m'a-t-on confié chez Smart. Disponible en Belgique à partir de 57 700 €. Il n'y a pas d'option. Prix de vente donc de cette voiture, celle que vous avez sous les yeux, 57 700 €. Surfez sur le site internet de Smart qui correspond à votre pays pour configurer votre Smart Hashtag 5 idéal, déterminer votre prix. Vous verrez qu'en fonction des versions, il y a pas mal de choses qui sont disponibles, pas mal de couleurs, pas mal de styles différents en fait pour donner une vraie personnalité qui vous correspond à votre Smart Hashtag 5. Je vous laisse configurer tout ça. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel, avec tous les avantages qui en découlent en termes de déductibilité, en termes de facilité de gestion au quotidien. Et cette même facilité de gestion, on la retrouve également pour les particuliers dans le private lease, à savoir que vous payez tous les mois un montant qui est le même, du premier au dernier mois, et tout ce qui concerne votre voiture, hors carburant, hors électricité, eh bien, est inclus, à savoir la mise à disposition de la voiture, mais également les frais d'entretien, le changement des pneus par exemple, le paiement des taxes ou encore l'assurance. Tout ça est compris dans ce que vous payez tous les mois et donc vous n'avez pas de surprise d'un mois à l'autre et ça fait vraiment plaisir. Vous voulez recevoir une offre par rapport à une voiture en particulier, celle-ci ou n'importe quelle autre, eh bien, contactez Arval via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Des voitures disponibles immédiatement, des voitures d'occasion bien sûr, mais également des voitures récentes, des voitures neuves et de plus en plus de véhicules 100% électriques. Il y a d'ailleurs de très bonnes affaires à faire en occasion actuellement avec les véhicules 100% électriques
allez y jeter un petit coup d'œil. Sur Autoscout24, une partie du site est entièrement dédiée à la mobilité électrique. Si vous voulez vous familiariser avec la mobilité électrique, eh bien rendez-vous sur cette partie dédiée sur laquelle vous retrouverez un calculateur d'autonomie et un calculateur de temps de recharge. Sur Autoscout24, le site internet toujours, eh bien vous pourrez également faire reprendre votre véhicule actuel en rentrant ses caractéristiques et en obtenant en retour eh bien, une offre de reprise. Autoscout24, c'est également l'application Autoscout24 qui vous permet d'avoir toute la puissance du moteur de recherche d'Autoscout24 simplement au creux de la main, dans votre poche, sur votre smartphone. L'application Autoscout24, elle est gratuite évidemment, disponible sur toutes les plateformes, donc sur le Play Store de Google, également sur l'App Store d'Apple, donc n'hésitez pas à la télécharger, vous l'aurez comme ça à disposition sur votre smartphone. Autoscout24.be, c'est pour la Belgique, autoscout24.fr, c'est pour la France. En conclusion, ce Smart Hashtag 5, il est agréable à conduire, confortable, bien fini, correctement équipé. Il dispose en plus d'une très belle autonomie et puis d'une vitesse de recharge extrêmement rapide. Autant de qualités qui en font un véhicule parfaitement recommandable aujourd'hui. Reste qu'il n'est pas parfait, évidemment. Aucun véhicule ne l'est. Parmi ses petits défauts, on peut citer par exemple une ergonomie qui est un petit peu défaillante, on va dire, notamment le fait de couper les bips pourrait se faire très facilement via un appui long, par exemple, sur une touche sur le volant. Ce n'est pas le cas, il faut d'office aller dans le système d'infodivertissement, ce qui en termes d'ergonomie n'est pas génial. Et puis concernant la conduite à une pédale, il y a une petite latence qui est observée, ce qui rend la conduite à une pédale moins intuitive que quand on est en prise directe avec la pédale d'accélérateur par rapport à la décélération, que ce soit plus en lien direct, en prise directe. Ce n'est pas le cas malheureusement et ça aussi c'est un petit peu dommage. Cela dit, ces défauts-là ne doivent certainement pas masquer toutes les qualités de ce Smart Hashtag 5, des défauts qui pourraient être facilement corrigés via une mise à jour, mais vous savez ce que c'est, les mises à jour, on les promet souvent, parfois elles arrivent, parfois c'est pas le cas. Concernant ce Hashtag 5, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, le premier trajet et ensuite le grand essai du Skoda Enyaq, une vieille connaissance dans sa version restylée. Ensuite, on ira chez Citroën avec l'essai d'une nouveauté. Pour le coup, ce sera la Citroën IC3 Aircross. Chez Polestar, ensuite avec la Polestar 3, alors que Polestar débarque dans l'Hexagone. Chez BMW, le iX restylé, lui aussi, eh bien, il sera à l'essai sur Charging Station. Et puis on clôturera, pour l'instant en tout cas, avec à la fin de l'été, eh bien l'essai de la Renault 4. Vous l'attendez avec impatience, bien sûr, elle vous fait craquer évidemment. La Renault 4 qui sera à l'essai durant une semaine complète sur Charging Station. Autant d'essais électrisants, donc ne les manquez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Franchement, ça ne coûte rien et ça fait énormément plaisir. Même chose si vous désirez partager la vidéo, c'est avec grand plaisir bien sûr. Vous êtes plusieurs centaines à partager les vidéos de Charging Station chaque semaine et je vous en remercie ainsi que toute l'équipe. Merci de votre fidélité et à bientôt.